avons engagé ici un programme important qui s'appelle le programme d'amélioration de la compétitivité de la mangue sénégalaise, dont une très grande partie de la composante est dédiée à la région de Ziguinchor. Ce matin, comme vous l'avez constaté, nous avons procédé à la remise de 10 mototricycles destinés justement à ces femmes pour le transport de la mangue des sites de production vers les sites de stockage et de commercialisation. Parce que vous savez que Ziguinchor, c'est 57% de la production de mangue au Sénégal. Et c'est dans ce cadre-là que justement nous avons démarré les travaux de construction du centre de conditionnement et de transformation de la pulpe de mangue à Bignona. Un investissement de près de 275 millions de francs qui est donc en cours de construction. Nous avons aussi formé plus de 550 personnes de la région, donc dans le secteur de la lutte contre les insectes, contre la mouche blanche, pour permettre justement à ce que la mangue produite à Ziguinchor soit dans de bonnes conditions extrêmement accessibles. Nous avons enfin accompagné beaucoup d'entreprises à Berlin, dans le cadre de Fruit Logistica, pour leur permettre justement de pouvoir exporter. Si vous ajoutez maintenant la salle froide qui est construite au port de Ziguinchor, le centre de métrologie également de la Chambre de commerce, cela veut dire aujourd'hui que la région de Bignona, la région de Ziguinchor, avec le dragage du fleuve, a aujourd'hui l'ensemble des instruments, des infrastructures qui permettent justement à ce que les acteurs économiques puissent de Bignona exporter directement sur les marchés extérieurs. Ce que nous attendons d'eux, c'est justement être à l'écoute de la population qui est là, des travailleurs, et tout faire pour améliorer donc leurs conditions de vie. Donc, parce qu'à chaque fois, donc, vous voyez des travailleurs qui sont un peu maltraités, etc. Et pour cela, donc, ils sont là pour veiller à ce que ces conditions-là soient beaucoup plus améliorées. Les élections sont en train de se bien dérouler, à part quelques notifications qu'on pourrait faire concernant certains noms qui n'ont pas figuré dans les listes de vote. Et je pense que peut-être d'ici le soir, on aura rectifié ces manquements. Bon, la synthèse, c'est toujours un syndicat de développement. Et on a toujours œuvré pour le développement. Ce n'est pas un syndicat qui est là à revendiquer, bon, c'est juste un syndicat de revendication, mais aussi de développement, comme on l'a toujours fait, parce qu'on a travaillé avec des partenaires qui sont là pour le développement de cette région. C'est la synthèse qui soit en haut du tableau, quoi, comme on l'a toujours fait, Dourmoudan. Depuis plusieurs années, le phénomène des grossesses précoces constitue au Sénégal une préoccupation majeure dans beaucoup d'établissements scolaires, particulièrement dans les CM, en raison du nombre important de cas recensés. Au Sénégal, si l'accès des filles à l'école a enregistré des progrès significatifs grâce à l'effort combiné de plusieurs acteurs, leur maintien continue de préoccuper l'État et mobilise l'ensemble des acteurs du système éducatif. Ziguinchor, à l'instar des autres localités, n'échappe pas au phénomène des grossesses précoces en milieu scolaire. Ce phénomène perdure malgré les efforts fournis par les autorités et les partenaires. Il est plus manifeste, surtout dans cette partie sud du pays. Aujourd'hui, les statistiques de la dernière enquête menée en 2015 montrent que Ziguinchor est la deuxième région au niveau national touchée par l'épineux phénomène des grossesses précoces en milieu scolaire avec un pourcentage de 19%. C'est donc dire que le choix porté sur Ziguinchor n'est pas fortuit. Dans cette lutte contre les mariages et grossesses précoces, les responsabilités sont partagées. Toute la communauté éducative doit être impliquée. Les élèves, les membres de l'administration, les professeurs, les parents d'élèves, et revisiter les règlements intérieurs, le code de déontologie, instaurer une bonne gouvernance scolaire, entre autres stratégies. Chaque acteur doit jouer sa partition afin que le droit à l'éducation des filles ne soit pas un vain slogan.
Au moins 59 morts en 59 jours de manifestation contre le président vénézuélien. C'est le terrible bilan de l'opposition qui défilait hier encore à Caracas pour réclamer des élections anticipées. 257 personnes auraient été blessées ces dernières 24 heures selon le chef de l'opposition conservatrice. Nous sommes dans la rue parce que le gouvernement a fermé les portes démocratiques, dit-il. Il n'y a pas de nourriture, pas de médicaments et on ne laisse pas les gens voter. Alors que font-ils? Ce qu'ils font aujourd'hui. Et quelle est leur réponse? Hier, le ministre de la Défense a dit qu'il n'avait agressé personne. Mais voyons, ils sont juste là. Alors que les opposants à Nicolás Maduro risquent leur vie pour manifester, le président dénonce un complot et maintient son projet de nouvelle constitution. Il est arrivé quelque chose de pire et de plus horripilant que le gouvernement de Barack Obama, le gouvernement de Donald Trump. Il a donné l'ordre aux amis des Yankees de la droite de détruire le Venezuela par tous les moyens afin de lui servir une intervention étrangère sur un plateau d'argent, ce que nous rejetons et que nous rejetterons au péril de nos vies. Plusieurs membres de l'opposition accusent la police militaire d'organiser des embuscades contre les chefs de file du mouvement de contestation. Ex-dictateur, ex-agent de la CIA, longtemps incarcéré pour trafic de cocaïne, blanchiment d'argent et pour la disparition d'opposants politiques, Manuel Antonio Noriega fut tout cela à la fois. Né en 1934 au Panama, il grandit dans un quartier défavorisé de la capitale, puis s'engage dans l'armée. En 1968, il participe au coup d'État militaire et devient le bras droit du général Omar Torrijos, qui décédera en 1981 dans un accident d'avion. Noriega lui succédera au pouvoir. Durant cette ascension, Manuel Noriega travaille étroitement avec la CIA. Mais en 1987, il est lâché par les Américains qui l'accusent d'avoir transformé le Panama en plaque tournante de la drogue. Il rétorque aussitôt. Je dis aux Américains d'arrêter de me menacer, car je ne crains pas la mort. En 1989, Noriega annule les résultats d'une élection présidentielle remportée par l'opposition. Les manifestants sont durement réprimés. Noriega est alors nommé président par le Parlement et déclare aussitôt l'état de guerre envers les États-Unis. La riposte de George Bush est foudroyante. Les menaces et attaques du général Noriega ont mis en danger les 35 000 citoyens américains vivant au Panama. C'est pourquoi j'ai demandé à nos forces armées de les protéger et de conduire le général Noriega devant la justice aux États-Unis. Le 20 décembre 1989, 27 000 soldats américains envahissent le Panama lors de l'opération Juste Cause. Ils fouillent maison par maison pour capturer le général Noriega. Ce dernier se rendra 2 semaines plus tard, puis sera ramené aux États-Unis pour y être jugé. Manuel Noriega est condamné à 40 ans de prison par un tribunal de Miami pour trafic de drogue, blanchiment et crime organisé. Il nie les accusations et se présente comme un opposant à l'impérialisme américain de la guerre froide. Il passera 20 années derrière les barreaux aux États-Unis avant d'être extradé vers la France en 2010, où il avait été condamné par contumace en 1999 à 7 ans de prison pour blanchiment d'argent. En décembre 2011, à 77 ans, Manuel Noriega est encore extradé, cette fois vers son pays, le Panama, où il sera condamné à 3 peines de 20 ans de réclusion, chacune pour la disparition de 3 opposants politiques sous son régime, des faits qu'il a toujours niés. Son cerca de 25 à 30. Paris et Moscou célèbrent le 300e anniversaire de leurs relations diplomatiques, des relations qui ne sont pas toujours au beau fixe. Si Emmanuel Macron a accueilli avec faste son homologue russe à Versailles, il a fait part de son point de vue sur la Syrie notamment. Il est indispensable de pouvoir discuter avec l'ensemble des parties en présence. Et en effet, discuter avec l'ensemble des parties prenantes du conflit syrien, y compris les représentants de M. Bachar el-Assad. Le président français menace la Syrie de représailles en cas d'attaque chimique. Damas et son allié russe sont prévenus. Autre point de désaccord, l'Ukraine et les sanctions contre le Kremlin après l'annexion de la Crimée.
Vous avez demandé en quoi les sanctions contre la Russie aideraient à résoudre la crise dans le sud-est de l'Ukraine. En rien. J'en appelle donc à vous et aux médias français. Vous devriez vous battre pour la levée des restrictions dans l'économie mondiale. L'attaque contre les médias français répond au tacle du chef de l'État contre Russia Today et Sputnik, deux médias russes qualifiés d'organes de propagande par Emmanuel Macron.